Tout le monde dans le manoir craint deux personnes, le patron de la mafia coréenne à la tête de la table et la femme assise à côté de lui. La fiancée réputée faire disparaître des hommes sans élever la voix. Alors quand une femme de chambre noire et aux courbes généreuses entre dans la salle à manger, personne ne la regarde deux fois. Elle est juste là pour servir, pour rester silencieuse, pour survivre. Elle remarque tout. Les appels téléphoniques tard le soir pris loin des caméras. La façon dont la fiancée ne change jamais de vêtements près des miroirs. Le fil fin caché là où aucun criminel négligent ne le laisserait jamais. Pourtant, elle garde la tête froide. La femme de chambre pose le plateau sur la table, regarde le patron droit dans les yeux et dit calmement « Je vaux mieux que ça ». La pièce devient silencieuse. Tout le monde attend sa punition. Tout le monde suppose qu'elle vient de faire la pire erreur de sa vie. Il ne réalise pas encore quelque chose. Elle n'a pas seulement démissionné. Elle a déjà terminé ce qu'elle était venue faire ici. Avant que l'histoire ne continue, laissez-moi dire ceci. Si l'une de ces histoires vous réconforte, vous divertit ou vous fait vous sentir compris, s'il vous plaît, abonnez-vous. C'est gratuit, mais cela signifie tout pour cette chaîne. Maintenant, continuons. Le manoir respirait l'argent et la menace en égale mesure. Des sols en marbre si polis qu'ils reflétaient la peur dans les yeux des gens. Des lustres en cristal qui coûtaient plus cher que ce que la plupart des gens gagnaient dans une vie. Et le silence, le genre de silence qui venait de tout le monde étant trop terrifié pour parler au-dessus d'un murmure. Amara travaillait ici depuis 3 mois. 3 mois à garder les yeux baissés, la voix douce, sa présence oubliable. Elle était douée pour être invisible. Elle l'avait pratiqué toute sa vie. Une femme noire dans un foyer de la mafia coréenne n'était pas censée être autre chose qu'un bruit de fond, l'aide, le meuble qui bougeait occasionnellement. Elle préférait cela. Ayant grandi dans le South Side de Chicago, Amara avait appris tôt que l'invisibilité était une compétence de survie. Sa mère avait eu 3 emplois, nettoyant des bureaux la nuit, servant le déjeuner dans un restaurant, faisant la lessive pour un nettoyeur à sec le week-end. Amara l'avait regardé devenir un fantôme dans sa propre vie, s'estompant dans le fond des histoires des autres. Elle avait appris l'art de cela. Comment se déplacer silencieusement, comment garder son visage neutre, comment faire en sorte que les gens vous oublient dans la pièce 30 secondes après votre départ. Mais elle avait aussi appris quelque chose que sa mère n'avait jamais appris. Comment utiliser cette invisibilité comme une arme. Chaque matin à 5h47, elle arrivait par l'entrée de service. Le timing était spécifique, calculé. 5h45 était trop tôt. Les gardes de nuit étaient encore alertes, attentifs. 5h50 était trop tard. L'équipe de jour allait arriver et il y aurait un chevauchement, plus d'yeux à naviguer. Mais 5h47 était le moment idéal, le moment où les gardes de nuit étaient épuisés et pensaient à rentrer chez eux et que l'équipe de jour n'avait pas encore pointé. Amara ne variait jamais son heure de plus de 2 minutes. Uniforme gris pressé net. Elle le repassait elle-même chaque nuit, prenant soin des coutures, du col, s'assurant qu'aucune raide n'attirerait l'œil de quelqu'un. Cheveux tirés en arrière serrés en un chignon si sévère qu'il lui donnait des maux de tête le premier mois, jusqu'à ce que son cuir chevelu s'adapte. Aucun bijou, sauf la petite croix en argent que sa grand-mère lui avait donnée, abordée à l'intérieur de sa chemise où personne ne pouvait la voir. Pas de maquillage, pas de vernis à ongles, rien qui ferait regarder quelqu'un 2 fois. Elle avait essayé le maquillage la première semaine, subtil, juste un peu de mascara, une touche de gloss. L'un des lieutenants de Minjun l'avait remarqué, l'avait regardé, l'avait gardé de la regarder. Elle était rentrée chez elle ce soir-là et s'était frotté le visage à vif. N'a plus jamais refait cette erreur. À 6h15, elle aurait le café du patron prêt. Exactement 3 sucres, une touche de crème, température entre 160 et 165 degrés.
Elle avait acheté un thermomètre de cuisine avec sa première paye, l'avait testé 20 fois pour s'assurer de sa précision, un degré de différence, et la dernière femme de chambre avait été renvoyée chez elle avec un poignet cassé. Ils ont dit que c'était un accident, qu'elle avait glissé sur le sol mouillé, mal tombé. Amara avait vu les images de sécurité, les avait trouvées dans la poubelle du bureau de sécurité quand elle vidait les corbeilles. La femme de chambre n'avait pas glissé. Min Jun lui avait attrapé le bras quand le café était trop chaud, l'avait tordu jusqu'à ce que quelque chose craque. Puis il avait calmement appelé son médecin personnel, avait fait soigner la femme ce soir-même et l'avait renvoyé le jour même avec un accord de non-divulgation et assez d'argent pour la faire taire. Les images avaient été supprimées en 1 heure, mais Amara les avait vues, avait mémorisé chaque détail. Elle gardait la température du café parfaite. Le personnel de maison se composait de 12 personnes, mais seulement 6 sont restés quand elle a commencé. Les autres avaient disparu, certains renvoyés, certains simplement partis. Leur chambre vidée pendant la nuit comme s'ils n'avaient jamais existé. Il y avait Kim, la chef du personnel de maison, une femme d'une 50aine d'années qui avait travaillé pour le père de Min Jun avant lui. Elle se déplaçait comme une femme marchant sur de la glace qui pourrait craquer à tout moment, parlait à voix basse, tressaillait aux mouvements brusques. Il y avait Park, le chef cuisinier, qui préparait des repas élaborés que Min Jun touchait à peine. Il avait une cicatrice sur la paume de la main gauche dont il ne parlait jamais. Mais Amara avait remarqué qu'elle avait exactement la largeur d'une lame de couteau. Il y avait Chen, le chauffeur, qui voyait tout et ne disait rien. Il était là depuis le plus longtemps, 7 ans. Cela seul disait à Amara qu'il savait comment survivre. Il y avait la jeune Ji-woo, seulement 19 ans, qui nettoyait les chambres d'amis et pleurait silencieusement dans le placard à fourniture quand elle pensait que personne n'était là. Elle ne durerait pas beaucoup plus longtemps. Elle était trop visible dans sa peur. Il y avait Mail, le chef de la sécurité, un homme russe bâti comme un tank qui coordonnait les gardes avec une précision militaire. Il était juste, professionnel et absolument terrifiant quand il le fallait. Et il y avait Amara, la nouvelle femme de chambre, l'invisible. Personne ne posait de questions. Les questions vous faisaient remarquer et être remarqué dans cette maison était dangereux. Mais Amara remarquait tout. Elle avait un système développé au fil des années à nettoyer les espaces des autres. Dans son emploi précédent dans un hôtel, elle avait appris que les gens se révélaient dans ce qu'ils laissaient derrière eux. La chambre d'un homme d'affaires vous en disait sur son mariage. Des photographies face vers le bas signifiaient des problèmes à la maison. La salle de bain d'une femme montrait ses insécurités. Des crèmes coûteuses cachées au fond des placards. Des pilules amaigrissantes rangées sous l'évier. Ce manoir était le même, juste des enjeux plus élevés. Elle a remarqué que le patron de la mafia coréenne, Kang Min-jun, prenait exactement 4 appels téléphoniques chaque matin entre 7h et 7h30. Toujours dans le bureau de l'aile Est, toujours la porte verrouillée, toujours en ressortant avec la mâchoire plus serrée qu'avant. Le premier appel arrivait à 7h03, jamais après 7h05. La voix de Min-jun serait calme, respectueuse. C'était son père. Amara l'avait reconstitué d'après la façon dont il disait « oui, monsieur » et « je comprends » en coréen. Le vieil homme tirait encore les ficelles depuis sa villa de retraite sur l'île de Jeju. Le deuxième appel à 7h12 concernait les chiffres commerciaux, les expéditions, les paiements. La voix de Min-jun était brève, efficace, sans émotion. Le troisième appel à 7h19 était celui qui faisait serrer sa mâchoire. Sa voix baissait, frustrée. Quelqu'un ne suivait pas les ordres. Quelqu'un remettait en question son autorité. Le quatrième appel, juste à 7h28, était toujours le plus court. Juste quelques mots échangés, mais la main de Min-jun se dirigeait vers son arme après cet appel. Chaque fois. Amara avait commencé à suivre ses schémas dès sa 2e semaine. Elle avait acheté un petit carnet au magasin à $1 près de l'arrêt de bus. Rien de fantaisiste qui attirerait l'attention.
Chaque soir, elle écrivait ce qu'elle avait observé, les heures, les schémas, les écarts par rapport à la routine. Elle a remarqué que sa fiancée, la femme que tout le monde appelait la reine des glaces, ne prenait jamais de petit déjeuner, ne souriait jamais, ne parlait jamais sauf si nécessaire. Quand elle parlait, des hommes adultes tressaillaient. Lee So-Yeon était belle de la manière dont un couteau est beau, acéré, froide, intentionnelle. Elle portait des vêtements de créateur comme une armure, des costumes Tom Ford gris anthracite, des robes Valentino noires, des talons Louboutin qui claquaient sur le marbre comme des coupes de feu. Elle se déplaçait dans le manoir comme si elle possédait non seulement le bâtiment, mais l'air à l'intérieur. Sa routine matinale était rituelle. 6h30, café noir sans sucre. Elle se tenait à la fenêtre de la salle de petit déjeuner, regardant les jardins pendant que le café refroidissait. Ne le buvait jamais chaud, attendait toujours exactement 4 minutes avant de prendre la première gorgée. 7h, elle se retirait dans sa salle de sport privée dans l'aile sud. Amara avait nettoyé cette pièce une fois quand Sean était en voyage d'affaires. L'équipement était de qualité professionnelle. Sac lourd, sac de vitesse, poids que la plupart des hommes ne pouvaient pas soulever. Le sac lourd avait des bosses en forme de poing et de pied. Douche, la salle de bain de Sean était comme un établissement médical. Tout était étiqueté, organisé, stérile. Sa routine de soins de la peau impliquait 14 produits appliqués dans un ordre spécifique. Amara avait mémorisé la séquence juste en observant la façon dont les bouteilles étaient arrangées, la légère différence dans leur position chaque jour. 8h45. Sean émergeait entièrement habillé, entièrement armé, prête à être la reine des glaces. Les rumeurs disaient qu'elle avait tué 3 hommes elle-même. Les histoires variaient. Certaines disaient qu'elle les avait abattus. D'autres disaient qu'elle avait utilisé un couteau. Quelques-uns murmuraient à propos de poison, mais tout le monde était d'accord sur le nombre. 3. Les rumeurs disaient qu'elle était plus dangereuse que Min-jun, que la seule raison de leur fiançailles était que les relations de sa famille valaient le risque de l'avoir près. Les rumeurs disaient qu'elle avait une fois fait disparaître quelqu'un juste pour l'avoir mal regardé. Un petit agent d'exécution qui l'avait fixé trop longtemps lors d'une réunion. Parti le lendemain. Pas de corps, pas d'explication. Le personnel croyait chaque mot. Amara n'en était pas si sûre. Elle leur servait le dîner chaque soir à 20h pile. La salle à manger était un théâtre de tension. Des plafonds de 20 pieds avec des moulures couronnées qui coûtaient probablement plus cher que la maison d'enfance d'Amara. Une table qui pouvait accueillir 30 personnes, mais n'en contenait jamais que 2. Des murs tapissés d'œuvres d'art qu'Amara reconnaissait de ses cours d'histoire de l'art au collège communautaire. Un Rothko, un Basquiat, ce qui ressemblait à un Warhol original, Min-jun à la tête, Seo-yeon à sa droite, et 12 pieds d'acajou poli s'étendant entre eux et tout sentiment d'intimité. Elle les avait observés depuis le coin où elle se tenait, les mains jointes, la respiration superficielle, devenant partie du mobilier. Ils se parlaient à peine. Min-jun mangeait méthodiquement, vérifiant son téléphone entre les bouchées. Sean poussait la nourriture dans son assiette, ses yeux scannant constamment la pièce comme si elle calculait des itinéraires de sortie ou comptait des corps. Mais parfois, pas souvent, mais parfois, Amara captait autre chose, un regard entre eux qui durait 1 seconde de trop. La façon dont la main de Min-jun se dirigeait vers le bras de Seo-yeon, mais s'arrêtait avant de la toucher. La façon dont l'expression de Seo-yeon s'adoucissait légèrement quand elle pensait que personne ne regardait. Il y avait une histoire là, quelque chose sous la glace et la violence. Plus de 20, disait Sean sans lever les yeux. Amara versait, ses mains ne tremblaient jamais. Même si celles de tout le monde tremblaient autour de la reine des glaces, c'est ce qui la rendait différente, c'est ce qui la rendait dangereuse d'une manière qu'il n'avait pas encore comprise. Elle n'avait pas peur. La peur était un choix. Sa grand-mère avait l'habitude de dire « Tu peux la laisser te contrôler,
où tu peux la reconnaître et choisir d'agir quand même. Amara avait fait son choix il y a des années, le jour où elle avait vu sa mère s'effondrer en pleurs dans leur cuisine après avoir été renvoyée de son troisième emploi en un mois pour quelque chose qui n'était pas de sa faute. Je suis fatigué d'avoir peur, avait sangloté sa mère. Je suis si fatigué. Amara avait 16 ans. Elle avait tenu sa mère et s'était promis de ne jamais vivre ainsi, ne jamais laisser la peur la rendre petite. Alors quand elle se tenait dans la salle à manger avec un patron de la mafia et sa fiancée tueuse, elle sentait la peur, l'instinct animal qui disait « Danger, cours ». Mais elle ne la laissait pas toucher son visage, ne la laissait pas faire trembler ses mains. Elle existait juste, observant, apprenant, attendante. La première fissure dans la façade est apparue un mardi après-midi. Amara polissait la rampe du grand escalier, une tâche qui prenait 45 minutes et l'obligeait à monter et descendre lentement, lui donnant accès au son des premiers et deuxième étages. Elle entendit d'abord la voix de Seon venant du couloir du deuxième étage. Nette, urgente. « Je me fiche de ce qu'ils veulent. Je vous ai dit que j'avais besoin de plus de temps. » Le polissage d'Amara ralentit imperceptiblement. Ses oreilles s'aiguisèrent. « Le calendrier n'est pas négociable, » répondit une voix d'homme. Accent américain inconnu, sans marqueurs régionaux. « Vous avez déjà eu 6 mois. 6 mois ne suffisent pas pour construire le genre de dossier que vous voulez. Si je me précipite, il se doutera. S'il se doutera, je suis morte et vous n'obtenez rien. » Dossier, et Mara rangea cela dans son esprit, même si sa main continuait ses mouvements circulaires sur la rampe en laiton. Le directeur veut des résultats. L'opération a coûté. Je sais ce qu'elle a coûté. Sean le coupa. Je le vis, mais si vous me poussez, si vous changez les paramètres maintenant, tout s'écroule. Silence. Amara compta les secondes. 11, 12, 13. Vous avez 8 semaines, dit l'homme finalement. Après cela, nous vous retirons, que vous soyez prête ou non. C'est du suicide. C'est un ordre. Des pas, l'homme partait. Amara entendit une porte s'ouvrir et se fermer, l'issue de secours au bout du couloir. Sean utilisait parfois cette entrée quand elle ne voulait pas être vue allant et venant. Amara continua de polir, son esprit travaillant. Opération, calendrier, directeur, vous retirez. Sean n'était pas qui tout le monde pensait qu'elle était. Cela a commencé avec les appels téléphoniques, mais c'est devenu quelque chose de plus quand Amara a trouvé le fil. Elle faisait le lit de Seon un jeudi matin. Coin d'hôpital, pas de pli, oreiller arrangé exactement à 2,3 pouces de la tête de lit, juste comme Seon les aimait. Sa main a effleuré quelque chose qui n'appartenait pas là. Un mince fil de câble noir, pas plus épais que du fil dentaire, glissé sous le bord du matelas, connecté à quelque chose de petit et carré, caché dans le cadre du lit. Son premier instinct fut de retirer sa main et de faire semblant de ne pas l'avoir vue. C'était la décision intelligente, la décision sûre, mais sa main ne bougea pas. Un appareil d'enregistrement ou un émetteur. Elle pouvait voir où le câble courait, glissé dans la couture du matelas, le long du cadre du lit, disparaissant dans un trou percé dans le sol si petit qu'elle ne l'aurait jamais remarqué si elle cherchait. Les gens normaux ne câblent pas leur propre chambre. Les gens normaux n'avaient pas besoin d'enregistrer des conversations dans leur propre maison, à moins qu'ils n'enregistrent quelqu'un d'autre ou qu'ils ne soient surveillés par quelqu'un d'autre. Les mains d'Amara continuèrent à lisser la couette tandis que son esprit parcourait les possibilités. Si Sean avait placé cet appareil elle-même, cela signifiait qu'elle surveillait la pièce, peut-être pour surveiller qui entrait pendant son absence, ou pour enregistrer des conversations dans un but précis. Si quelqu'un d'autre l'avait placé, alors Sean était surveillé, observé, chaque moment dans sa chambre enregistré. La question était, Sean le savait-elle? Amara termina de faire le lit exactement comme elle le faisait toujours,
Ne toucha pas le fil, n'enquêta pas plus loin, quitta la pièce en parfait ordre. Mais cette nuit-là, quand elle retourna dans sa petite chambre dans les quartiers du personnel, 8 pieds sur 10 pieds, à peine assez grande pour un lit simple et une commode, elle sortit son carnet de sa cachette sous son matelas. Elle avait choisi la cachette avec soin. Sous le matelas était évident, le premier endroit où tout le monde regarderait, mais il y avait une déchirure dans le tissu sur le dessous où les ressorts avaient traversé. Elle avait glissé le carnet dans cette déchirure entre les ressorts et le tissu extérieur. Elle écrivit « Semaine 4 jeudi, appareil d'enregistrement ». Sean, sous le cadre du lit, matelas, câble noir d'environ 1 mm de diamètre, s'enfonce dans le sol installation professionnelle. Puis elle feuilleta ses entrées précédentes, 43 d'entre elles maintenant. Des schémas qu'elle suivait depuis sa première semaine. Semaine 1, mardi, Min-jun, 4 appels téléphoniques, 7h à 7h30. Schéma cohérent. Semaine 1, vendredi. Sean a quitté le manoir à 14h17 et est revenu à 18h43. Pas de sac de course, vêtements inchangés. Semaine 2, lundi. Changement de rotation de garde à 23h17. Écart de 6 minutes dans la couverture. Entrée de service. Semaine 2, mercredi. Réunion de Min-jun avec 3 hommes. Accent japonais. Yakuza, durée 2,5 heures. Semaine 3, mardi. J'ai surpris l'appel téléphonique de Sean. Besoin de plus de temps. Le directeur de l'opération veut des résultats. Chaque entrée était datée, chronométrée, détaillée. Ensemble, elles peignaient une image qu'aucune des pièces individuelles ne pouvait montrer. Amara n'était pas juste une femme de chambre. Elle n'avait jamais été juste une femme de chambre. Elle avait pris ce travail délibérément, avait fait des recherches sur le foyer de Min-jun pendant 3 mois avant de postuler, avait appris tout ce qu'elle pouvait sur son organisation, ses routines, ses vulnérabilités. Non pas parce qu'elle était des forces de l'ordre. Elle ne l'était pas. Non pas parce qu'elle travaillait pour une organisation rivale. Elle ne l'était pas non plus. Mais parce qu'il y a 2 ans, son cousin Marcus avait disparu. Un bon gamin, 23 ans, étudiant en informatique à Northwestern. Il s'était mêlé à des gens, avait besoin d'argent pour ses études, avait pris un emploi qui semblait légitime, mais ne l'était pas. Le dernier texto qu'Amara avait reçu de lui. « Je crois que je suis dépassé. Ces Coréens ne sont pas ce qu'ils disaient être. Si quelque chose arrive, il n'avait jamais fini le message. La police a dit qu'il avait probablement fugué. Jeune homme noir, disait-il, probablement mêlé à la drogue ou aux gangs. Ils ont à peine enquêté, mais Amara avait enquêté, avait retracé le numéro de téléphone que Marcus envoyait par SMS, avait suivi la piste jusqu'à une compagnie maritime qui s'est avérée être une façade, avait creusé plus profondément jusqu'à ce qu'elle trouve le nom de Kang Min-jun. Elle avait passé 1 an à apprendre tout sur son opération, 6 mois de plus à se positionner pour être embauchée, 3 mois à l'intérieur et elle ne savait toujours pas ce qui était arrivé à Marcus. Mais elle s'en rapprochait. Le carnet n'était pas seulement des observations. C'était une preuve. C'était une assurance. C'était des munitions et maintenant elle avait une pièce de plus. Ce Yan menait une sorte d'opération contre Min-jun. Cela pourrait être utile. Les habitudes de Min-jun étaient réglées comme une horloge. Les patrons de la mafia devaient l'être. L'imprévisibilité était une faiblesse et la faiblesse vous faisait tuer. 6 heures. Café dans le bureau de l'aile Est, 7h30, salle de sport au sous-sol. Poids, jamais de cardio. 30 minutes exactement. Il en sortait en sueur mais jamais épuisé, comme s'il avait peur de se pousser jusqu'à la fatigue réelle où il pourrait être vulnérable. 9 heures. Première série de réunions avec ses lieutenants dans la salle de conférence au 2e étage. 13 heures. Déjeuner. Toujours seul, toujours dans son bureau. Il ne mangeait jamais avec ses hommes, ne montrait jamais la vulnérabilité de l'appétit devant eux. 15 heures. Plus de réunions. Parfois dans la maison, parfois il partait dans son SUV blindé avec Chen au volant et 4 gardes dans le véhicule de suivi. 20 heures. Dîner avec Sean.
23h, un dernier appel téléphonique depuis sa chambre. Cet appel était différent de ceux du matin, plus calme. Sa voix s'adoucissait. Parfois, je pouvais l'entendre parler dans ce qui ressemblait à des termes affectueux en coréen, bien qu'elle ne pût pas distinguer les mots. Quelqu'un à qui il tenait. Quelqu'un en dehors de l'organisation. Amara avait son emploi du temps mémorisé, avait l'emploi du temps de tout le monde mémorisé. Mais le schéma de Sean était différent, irrégulier, stratégique. Certains jours, elle était dans le manoir toute la matinée. D'autres jours, elle disparaissait pendant des heures sans explication. Les gardes ne la questionnaient jamais. Min-jun ne demandait jamais où elle allait. C'était étrange. Dans une maison où tout le monde était surveillé, suivi, répertorié, où Amara elle-même devait signer ses entrées et sorties par l'entrée de service et se soumettre à des fouilles de sacs chaque soir. Sean se déplaçait avec une liberté totale. Pourquoi? Amara commença à suivre ses mouvements plus attentivement. Pas ostensiblement, juste des notes mentales, des orodatages qu'elle noterait plus tard. Lundi, départ 14h17, retour 18h43, vêtements inchangés, poste de sac de course, 4h26 inexpliquées. Mercredi, départ 10h05, retour 13h52. Chaussures différentes, partie en Jimmy Choo, revenu en chaussures de course Nike. Cheveux mouillés, récemment douchés quelque part. Vendredi, départ 23h30, inhabituel. Retour 3h14, épuisé. Contusion au poignet gauche partiellement couverte par un bracelet. Marchait différemment, favorisant le côté droit. Dimanche n'est pas parti, a passé toute la journée dans sa chambre. Pas de repas, et refusé toutes les offres de nourriture du personnel de cuisine. Mardi, départ 6h, extrêmement inhabituel. Retour 9h45, vêtements entièrement changés, parti en tenue décontractée, revenu en costume de travail. La contusion fut ce qui fit Amara s'arrêter. Elle avait vu Sean le lendemain matin, servant le petit déjeuner avec la même invisibilité habituelle. La contusion était couverte de maquillage, mais Amara savait quoi chercher. Elle avait porté suffisamment de correcteurs dans sa propre vie pour reconnaître la nuance de quelqu'un cachant des dommages. La légère teinte jaune-vert sous le fond de teint signifiait qu'elle datait de quelques jours. Mais voici ce qui était étrange. Min-jun ne lui avait pas fait cette contusion. Amara l'aurait su. Elle nettoyait son bureau, sa chambre, sa salle de bain. Elle voyait tout. Elle lavait ses vêtements, remarquait quand ses phalanges étaient contusionnées ou coupées. Il était violent, oui, mais de manière contrôlée, calculée. Quand il blessait quelqu'un, c'était délibéré, ciblé, et il demandait généralement à Chen de se débarrasser de toute preuve. Cette contusion sur Sean était défensive, le genre que l'on reçoit en bloquant un coup ou en étant attrapé lors d'une lutte. L'angle était mauvais pour une frappe offensive. Sean se battait avec quelqu'un, juste pas Min-jun. Amara ajouta l'observation à son carnet, puis passa une heure ce soir-là à recouper les dates des absences de Sean avec l'emploi du temps de Min-jun. Un schéma émergea. Chaque fois que Sean partait pendant la journée, Min-jun avait des réunions prévues avec ses lieutenants. De grandes réunions importantes, des sessions stratégiques sur les expéditions, les paiements, les litiges territoriaux. Elle n'était jamais là pour ces réunions. Et pourtant, d'après l'appel téléphonique qu'Amara avait entendu, Sean montait une sorte de dossier contre Min-jun, ce qui signifiait qu'elle avait besoin d'informations provenant exactement du genre de réunion qu'elle manquait délibérément. À moins qu'elle n'ait un autre moyen d'obtenir ces informations. Amara pensa au fil dans la chambre de Sean, pensa à quel point l'installation avait été professionnelle. Puis elle pensa à ce que son cousin Marcus étudiait avant de disparaître. Informatique, spécifiquement la sécurité des réseaux et les systèmes de surveillance. Si vous vouliez surveiller une maison pleine de criminels, pensa Amara, vous ne vous contenteriez pas de mettre un micro dans une pièce. Vous mettez un micro partout. Le lendemain, elle commença à chercher des caméras.
Si vous regardez ceci de quelque part dans le monde en ce moment, laissez un commentaire et faites-moi savoir d'où vous venez. Et si vous appréciez cette histoire, appuyez sur le bouton «J'aime». Cela aide plus de gens à découvrir l'amour et l'attention. Elle trouva la première caméra un mercredi, cachée dans la moulure de la salle de conférence où Min Jun tenait ses réunions stratégiques. Elle était minuscule, à peine de la taille d'une gomme à crayon, noir mat pour se fondre dans le bois sombre. Elle ne l'aurait pas du tout remarqué, sauf qu'elle était sur une échelle pour épousseter le lustre et qu'elle se trouvait exactement au bon angle. Une fois qu'elle sut quoi chercher, elle en trouva 11 autres la semaine suivante. Une dans le bureau de Min Jun, déguisée en tête de vie dans la bibliothèque. Une dans la salle à manger encastrée dans les plâtres décoratifs. 2 dans le salon positionné pour couvrir tous les angles. Une dans le couloir principal. 3 dans les chambres d'amis. 2 dans le garage. Une dans la cuisine. Les caméras couvraient presque chaque pouce du manoir installé professionnellement, probablement il y a des années, certainement avant l'arrivée de Sean. Min Jun surveillait sa propre maison, ce qui était logique. Un homme dans sa position voudrait savoir tout ce qui se passait sous son toit, voudrait des preuves si quelqu'un le trahissait. Mais si Sean était au courant des caméras et d'après l'angle mort qu'elle avait créé dans sa chambre, elle l'était clairement, alors elle saurait qu'elle était surveillée. Saurait que construire un dossier contre Min Jun signifiait accéder aux images des caméras qu'il contrôlait, à moins qu'elle n'ait accès au système de surveillance, à moins qu'elle ne l'ait d'une manière ou d'une autre compromis. Amara passa sa pause déjeuner ce jour-là au bureau de sécurité, ostensiblement pour livrer son repas à Mail. Elle le faisait depuis des semaines maintenant, établissant le schéma, le rendant routinier jusqu'à ce que personne ne questionne sa présence. Pendant que Mail mangeait, Amara vida sa poubelle et essuya son bureau. Ses yeux scannaient les moniteurs, 12 écrans montrant différents angles du manoir et des terrains. Le système était sophistiqué, de qualité professionnelle, a probablement coûté $250,000 à installer. Mais il y avait un détail qu'Amara a remarqué que la plupart des gens ne verraient pas. Les horodatages sur les flux ne correspondaient pas tous. La plupart étaient synchronisés, fonctionnant sur la même horloge. Mais 2 caméras, celle de la salle de conférence et celle du bureau de Min Jun, avaient des horodatages qui avaient 3 secondes de retard sur les autres. 3 secondes, à peine perceptibles, mais une fois que vous les voyez, vous ne pouviez plus les ignorer. Ces flux avaient été manipulés. Quelqu'un avait accès au système et créait un délai, probablement pour éditer des séquences, supprimer des segments ou copier des fichiers avant qu'ils ne soient stockés sur le serveur principal. Amara savait avec une certitude absolue qui était cette personne. Sean ne montait pas seulement un dossier contre Min Jun. Elle avait piraté son propre système de surveillance et l'utilisait contre lui. Chaque réunion, chaque conversation, chaque ordre illégal, elle avait tout en vidéo. Et il n'en avait aucune idée. Cela demandait de l'habileté. Cela demandait des ressources. Cela demandait le soutien d'une organisation dotée de sérieuses capacités techniques. FBI, pensa Amara, ça doit être ça. Cette nuit-là, elle ajouta à son carnet. Sean, agent fédéral, presque certainement FBI a compromis le système de surveillance du manoir. Accès à toutes les images. Min Jun ne sait pas. Délai estimé avant l'arrestation. 4 à 8 semaines, basé sur les procédures d'enquête standard. Et puis après une longue pause, elle ajouta « Marcus, aucune connexion avec l'opération de Sean trouvée pour l'instant. Doit être une enquête distincte ou un cold case. Continuez à chercher. » C'est arrivé un jeudi. Amara polissait de l'argenterie dans la salle à manger. Une tâche machinale qui lui permettait d'écouter tout ce qui se passait dans les pièces adjacentes. Les murs du manoir étaient épais, conçus pour contenir le son, mais le système de ventilation était vieux, installé lorsque la maison fut construite dans les années 1920. De grandes conduites couraient à travers les murs, reliant les pièces, transportant le son si on savait où se positionner.
Amara avait cartographié tout le système de ventilation dès son premier mois, avait testé quelle bouche d'aération transmettait le son de quelle pièce, avait trouvé les endroits parfaits pour se tenir où elle pouvait entendre plusieurs conversations à la fois. Min Jun et deux de ses lieutenants étaient dans le bureau. La porte était fermée, mais leur voix portait à travers les vents d'air près du plafond, celui déguisé derrière une grille décorative ornée. « Ne lui faites pas confiance », disait un lieutenant. Sa voix était tendue d'une colère à peine contenue. C'était Kim Tae-hong, le second de Min Jun, ancien tireur d'élite militaire, soupçonné d'au moins une douzaine de meurtres. Il n'avait jamais aimé Sean. Elle a été trop silencieuse, trop complaisante. Elle sait ce qui se passe si elle dépasse les bornes. C'était Min Jun, froid et certain. Sa voix avait la platitude particulière qu'elle prenait quand il supprimait ses émotions. Vraiment, parce que la semaine dernière, elle a annulé 3 de vos réunions sans explication. 3. Et mardi, elle est partie pendant 6 heures. 6 heures. Et personne ne sait où. Les mains d'Amara continuaient leur mouvement circulaire sur le plateau d'argent, ses oreilles tendues. C'est à ses propres opérations, dit Min Jun finalement. Je ne contrôle pas tous les aspects de sa vie. Vous devriez. Le second lieutenant intervint. Maintenant, c'était Park Jin-ho, plus jeune que Tong, mais tout aussi mortel. Il dirigeait les opérations de jeu et avait la réputation d'une violence créative. C'est un problème. Les Yakuza posent déjà des questions à son sujet. Les striades veulent savoir à qui elle est se connecter et elle ne nous dit rien. Elle n'a pas à le faire. C'est ma fiancée, pas mon employé. C'est exactement le problème. La voix de Ta-hong s'éleva légèrement. Vous pensez avec votre bite au lieu de votre tête. Elle apparaît de nulle part il y a 2 ans avec des connexions que nous ne pouvons pas vérifier. Son histoire familiale ne tient pas la route. J'ai fait enquêter la famille Lee à Busan dont elle prétend être originaire. Ils n'ont jamais entendu parler d'elle. Silence, lourd, dangereux. Le pouls d'Amara s'accéléra, mais ses mains restèrent stables sur l'argenterie. Vous remettez en question mon jugement? La voix de Min Jun baissa jusqu'à un murmure létal. Je remets en question votre point faible, dit Tae-hong, et je ne suis pas le seul. Les hommes parlent. Ils pensent qu'elle est une taupe. Police, fédéraux, peut-être même Yakuza essayant de nous infiltrer. Les hommes peuvent penser ce qu'ils veulent. Sean reste. Même si c'est la raison pour laquelle nous avons perdu la cargaison le mois dernier, même si elle nourrit nos ennemis d'information, un autre claquement. Certainement un point sur un bureau cette fois. Nous avons perdu cette cargaison parce que quelqu'un de votre équipe a parlé à sa petite amie après avoir trop bu, dit Min Jun. J'ai demandé à Chen de s'occuper des deux. Ne rejetez pas la faute sur Sean parce que vous ne pouvez pas tenir vos propres gens en laisse. C'est pratique, dit Jinho doucement. Au moment où nous commençons à la questionner, tout à coup, c'est la faute de tout le monde. Sortez. La voix de Min Jun était architecturale. Vous deux, et si j'entends un mot de plus sur Sean de la part de l'un de vous, nous aurons une conversation très différente. Des pas. Le bruit d'une porte s'ouvrant et se fermant, puis le silence. Amara termina de polir le plateau et passa à la pièce d'argent suivante. Son esprit cataloguait tout ce qu'elle avait entendu. Il soupçonnait Sean. Il ne lui faisait pas confiance, mais Min Jun la protégeait quand même. Pourquoi? La réponse évidente était l'amour ou ce qui en tenait lieu dans un monde comme celui-ci. Mais Amara ne pensait pas que Min Jun était capable de ce genre de vulnérabilité. Il était trop prudent, trop contrôlé. À moins que, par exemple, Yann n'ait quelque chose sur lui, à moins que leur fiançailles ne soit une protection transactionnelle pour elle. Quelque chose de précieux pour lui. Que pourrait offrir un agent fédéral infiltré à un chef de la mafia qui le pousserait à la défendre contre ses propres hommes? La réponse vint 3 jours plus tard. Amara changeait les draps dans la chambre de Sean quand elle le remarqua. Le miroir pleine longueur dans le coin,
une pièce ornée avec un cadre doré qui coûtait probablement plus qu'Amara ne gagnerait en 5 ans, était positionnée étrangement, non pas contre le mur comme les miroirs normaux, mais inclinée loin du lit, loin du placard, loin de la porte de la salle de bain, loin de tout endroit où Sean aurait naturellement besoin de se voir. Amara fit une pause dans son changement de drap, regardant son propre reflet dans le verre. Puis elle s'approcha, examinant le cadre. Pas de caméra visible, pas de fils évidents. Mais quand elle regarda l'angle à nouveau, elle comprit. Le miroir était positionné de telle sorte que quiconque se tenait dans cette pièce ne pouvait pas être filmé sous certains angles du plafond. Cela créait un angle mort pour les caméras de surveillance cachées dans la moulure. Sean savait exactement où étaient les caméras et elle avait aménagé son espace privé pour les éviter. Cela signifiait 2 choses. Premièrement, elle avait une formation en contre-surveillance, probablement extensive, le genre que l'on obtient des agences gouvernementales, pas en grandissant dans le milieu criminel. Deuxièmement, elle savait que Min-jun la surveillait et elle restait quand même. Pourquoi? Amara termina de faire le lit, son esprit parcourant les possibilités. Si vous étiez un agent infiltré et que vous saviez que vous étiez surveillé, vous dévoileriez votre couverture et partiriez, ou vous utiliseriez cette connaissance à votre avantage. Sean faisait l'option B. Elle avait créé des angles morts où elle pouvait avoir des appels téléphoniques privés, des moments privés sans que Min-jun ne sache, mais elle restait proche, restait dans son personnage, continuant à jouer le rôle de sa fiancée. L'affaire devait être énorme, valoir le risque, valoir de se mettre en danger chaque jour pendant des mois ou des années. Amara pensa à son cousin Marcus, pensa à la façon dont un enfant s'étant mêlé aux mauvaises personnes avait conduit à sa disparition. Combien d'autres personnes l'organisation de Min-jun avait-elle détruite? Combien de corps Sean aurait-elle besoin pour justifier son séjour dans cette maison? Cette nuit-là, Amara ajouta à son carnet « Se-yeon est au courant des caméras, a créé des angles morts, formation en contre-surveillance confirmée. Professionnel, pas amateur, reste malgré la connaissance de la surveillance. Cible de grande valeur, opération majeure. » Elle fixa les mots pendant longtemps, puis ajouta une ligne de plus. Question. Qu'est-ce que Min-jun tire de cet arrangement qui rend la protégée digne d'aliéner ses propres hommes? La réponse est venue 3 jours plus tard. Amara changeait les draps dans la chambre de Sean quand elle le remarqua. Le miroir pleine longueur dans le coin, une pièce ornée avec un cadre doré qui coûtait probablement plus qu'Amara ne gagnerait en 5 ans, était positionné étrangement, non pas contre le mur comme les miroirs normaux, mais incliné loin du lit, loin du placard, loin de la porte de la salle de bain, loin de tout endroit où Sean aurait naturellement besoin de se voir. Amara fit une pause dans son changement de drap, regardant son propre reflet dans le verre. Puis elle s'approcha, examinant le cadre, pas de caméra visible, pas de fils évidents. Mais quand elle regarda l'angle à nouveau, elle comprit. Le miroir était positionné de telle sorte que quiconque se tenait dans cette pièce ne pouvait pas être filmé sous certains angles du plafond. Cela créait un angle mort pour les caméras de surveillance cachées dans la moulure. Sean savait exactement où étaient des caméras et elle avait aménagé son espace privé pour les éviter. Cela signifiait 2 choses. Premièrement, elle avait une formation en contre-surveillance, probablement extensive, le genre que l'on obtient des agences gouvernementales, pas en grandissant dans le milieu criminel. Deuxièmement, elle savait que Min-jun la surveillait, et elle restait quand même. Pourquoi? Amara termina de faire le lit, son esprit parcourant les possibilités. Si vous étiez un agent infiltré et que vous saviez que vous étiez surveillé, vous dévoileriez votre couverture et partiriez, ou vous utiliseriez cette connaissance à votre avantage. Sean faisait l'option B. Elle avait créé des angles morts où elle pouvait avoir des appels téléphoniques privés, des moments privés sans que Min-jun le sache, mais elle restait proche, restait dans son personnage, continuant à jouer le rôle de sa fiancée.
L'affaire devait être massive, valoir le risque, valoir de se mettre en danger chaque jour pendant des mois ou des années. Amara pensa à son cousin Marcus, pensa à la façon dont un enfant s'étant mêlé aux mauvaises personnes avait conduit à sa disparition. Combien d'autres personnes l'organisation de Minjun avait-elle détruites? Combien de corps Sean aurait-elle besoin pour justifier son séjour dans cette maison? Cette nuit-là, Amara ajouta à son carnet, Seiyan est au courant des caméras, a créé des angles morts, formation en contre-surveillance confirmée. Professionnel, pas amateur. Resté malgré la connaissance de la surveillance, cible de grande valeur, opération majeure. Elle fixa les mots pendant longtemps, puis ajouta une ligne de plus. Question. Qu'est-ce que Minjun tire de cet arrangement qui rend la protégée digne d'aliéner ses propres hommes? La réponse est venue quand Amara nettoyait le bureau de Minjun un mardi après-midi. Elle était entrée dans cette pièce des centaines de fois, avait épousseté chaque surface, vidé chaque poubelle, redressé chaque papier sur son bureau, mais elle n'avait jamais rien trouvé de particulièrement révélateur. Minjun était trop prudent pour laisser des preuves traîner. Mais ce mardi, il y avait une chemise sur son bureau, épaisse, manille, légèrement usée sur les bords, comme si elle avait été manipulée de nombreuses fois. Elle était posée à côté de sa tasse de café, ce qui signifiait qu'il l'avait récemment consultée. L'étiquette sur la chemise indiquait « Opération Yakuza Côte Ouest ». Les mains d'Amara continuaient d'épousseter le bureau tandis que ses yeux balayaient la pièce. La porte était fermée. La caméra dans la bibliothèque avait un angle mort. Elle l'avait cartographié des semaines auparavant où quelqu'un debout au bureau ne pouvait pas être vu clairement. Elle se positionna dans cet angle mort, ouvrit la chemise. À l'intérieur se trouvèrent des photos de surveillance, des documents, des registres financiers, tout ce dont on aurait besoin pour comprendre les opérations des Yakuza sur toute la côte ouest, les réseaux de distribution, les acteurs clés, les points faibles de leur organisation. C'était du renseignement. Du renseignement détaillé, complet, récent. Le genre de renseignement qui prendrait des années à recueillir, le genre qui pourrait déclencher une guerre entre organisations criminelles ou en finir une. Et dans le coin inférieur droit de l'un des documents, Amara vit une petite annotation dans une écriture qu'elle reconnaissait comme celle de Shonichi Jishin. Vérifier 3 à 15. Le contact maintient l'accès. Sean n'enquêtait pas seulement sur Minjun. Elle le nourrissait de renseignements sur ses rivaux, se rendant précieuse, se rendant indispensable. C'est pourquoi il la protégeait. C'est pourquoi il la défendait contre les soupçons de ses propres hommes. Elle lui donnait les clés du royaume. Des informations qui lui permettraient de déjouer et finalement de détruire sa concurrence. Mais pourquoi un agent fédéral aiderait-il une organisation criminelle à détruire ses rivaux? La réponse vint lentement à Amara, comme des pièces d'un puzzle se mettant en place. À moins que le but ne soit pas d'arrêter Minjun, le but est de le laisser éliminer toute la concurrence d'abord, puis d'arrêter tout le monde en même temps. C'était brillant d'une manière impitoyable. Au lieu de démanteler une organisation et d'en voir 3 autres surgir pour combler le vide, vous les laisseriez se détruire mutuellement, alimenteriez un côté en information, les regarderiez se faire la guerre, puis interviendriez et arrêteriez les survivants. Sean ne montait pas seulement un dossier contre Minjun, elle montait un dossier contre toute l'infrastructure criminelle de la côte ouest. Et Minjun n'avait aucune idée qu'il était utilisé comme une arme contre son propre monde. Et Mara referma le dossier avec soin, exactement comme elle l'avait trouvé, positionna la tasse de café au même angle, continua d'épousseter comme si elle n'avait rien vu. Mais son esprit était en ébullition. C'était plus grand que Marcus, plus grand que tout ce qu'elle avait imaginé quand elle avait pris ce travail, et elle était au milieu de tout ça. La tension dans le manoir montait depuis des jours. Amara pouvait la sentir dans la façon dont les gardes se déplaçaient plus vite, plus alertes. Les mains posées sur les armes au lieu de pendre lâchement. Dans la façon dont Minjun s'en prenait à son personnel pour de petites infractions,
Un café 2 degrés trop froid, une chemise avec une ride microscopique. Dans la façon dont Sean avait cessé de dormir, Amara le savait parce qu'elle était passée devant la chambre de Sean à 3 heures du matin, 3 nuits consécutives pour prendre des produits de nettoyage dans le placard de rangement. Et chaque fois, la lumière était allumée sous la porte, le bruit de pas discrets. Une fois, elle avait entendu ce qui ressemblait à quelqu'un qui pleurait, mais si doucement que cela aurait pu être son imagination. Quelque chose allait arriver. C'est arrivé un mercredi à 13h47. Amara servait le déjeuner à Minjun dans son bureau. Un simple repas de riz, de poisson grillé et de légumes qu'il touchait à peine lorsque la porte s'est ouverte en trombe. Pas de coup, pas d'avertissement. Juste Kim Tae-young, son second, qui entrait en trombe, le visage rouge et un téléphone serré dans la main. « Nous avons un problème », dit-il en coréen. Et Amara comprit chaque mot, mais garda son visage soigneusement neutre, debout près de l'entrée avec le plateau de déjeuner toujours dans ses mains. Quel problème? La voix de Minjun était glaciale, mais Amara pouvait voir la tension dans ses épaules. La cargaison a été interceptée. Agents fédéraux, Port d'Oakland. Ils connaissaient l'itinéraire exact, l'heure exacte, le numéro de conteneur exact, tout. Minjun se leva lentement, sa chaise raclant le parquet. Comment? Quelqu'un a parlé, quelqu'un de l'intérieur. La voix de Tae-young tremblait d'une rage à peine contenue. C'est la 3e cargaison en 4 mois. 3. Ce n'est pas une coïncidence. Ce n'est pas de la malchance. C'est quelqu'un qui transmet des informations directement aux fédéraux. Qui était au courant de cette cargaison? Votre cercle intime. Moi, Jinyo Chen, Park dans la cuisine, et ses yeux balayèrent de là où Amara se tenait, puis passèrent devant elle vers la direction de la chambre de Sean. Et elle. La main de Minjun se dirigea vers le pistolet à sa hanche. Amara ne l'avait jamais vu le dégainer auparavant, mais ses doigts s'enroulèrent autour de la poignée avec une aisance exercée. « Sortez !» Il dit à Tae-young, « Boss, vous devez entendre ça. J'ai fait vérifier les chiffres. Chaque cargaison que nous avons perdue, chaque opération qui a mal tourné, chaque fois que les fédéraux ont été exactement au bon endroit au bon moment, tout a commencé après son arrivée il y a 2 ans. Le calendrier correspond parfaitement. J'ai dit, sortez! C'est un agent fédéral. Tae-young criait presque maintenant. Elle doit l'être. Personne d'autre n'explique le schéma. Et si vous ne pouvez pas voir ça, si vous êtes trop... Minjun bougea plus vite qu'Amara n'aurait cru possible pour un homme de sa taille. Un instant, il était derrière son bureau. L'instant d'après, il avait Tae-young pressé contre le mur, l'avant-bras sur sa gorge, le pistolet pressé sous son menton. « Terminez cette phrase, dit Minjun calmement. Je veux entendre comment ça finit. » Les yeux de Tae-young étaient grands ouverts, ses mains levées en signe de reddition. « J'essaie juste de vous protéger. Nous protéger tous. En remettant en question mon jugement, en accusant ma fiancée, en soulignant ce que tout le monde a trop peur de dire. » Il restait en figé ainsi un long moment. Amara pouvait voir le calcul dans les yeux de Minjun, pesant la loyauté contre la logique, l'émotion contre la preuve. Finalement, il recula, baissa le pistolet. « Vous avez raison, dit-il, et Amara retint son souffle. Le schéma est suspect, le timing est suspect. Alors, voici ce que nous allons faire. Je vais parler à Sean. Je vais obtenir des réponses. Et si, il fit une pause, s'il y a un problème, je m'en occuperai personnellement. » Tae-young hocha la tête, frottant sa gorge où le bras de Minjun avait appuyé. « Mais tant que je n'aurai pas de preuves, continua Minjun, tant que je ne saurai pas avec certitude, vous ne la touchez pas, vous ne la menacez pas, vous ne la regardez même pas de travers. C'est clair, Crystal? Bien. Maintenant, sortez et dites à Gino de renforcer la sécurité. Je veux que tout le monde dans cette maison soit répertorié à tout moment, personnel inclus. » Ses yeux se tournèrent vers Amara pour la première fois depuis le début de la confrontation.
Tout le monde. Taeyang partit. La porte se referma avec un léger clic. Min-jun resta là un long moment, son dos à Amara, sa main toujours sur son arme. Elle pouvait voir ses épaules monter et descendre à chaque respiration, pouvait le voir lutter pour le contrôle. Puis il parla sans se retourner. « Laissez la nourriture, allez-vous-en. » Amara posa le plateau avec des mains fermes, marcha vers la porte, s'arrêta, la main sur le bouton. « Monsieur, dit-elle doucement. » C'était la première fois qu'elle lui parlait directement depuis des semaines. Le poisson refroidit. Elle ne savait pas pourquoi elle avait dit ça. Peut-être parce qu'elle avait besoin de lui rappeler qu'elle était humaine. Peut-être parce qu'elle avait besoin de se le rappeler à elle-même. Peut-être parce qu'à ce moment-là, elle voyait quelque chose dans la position de ses épaules qui ressemblait presque à du chagrin. Min-jun ne répondit pas, ne se retourna pas. Amara partit, mais elle n'alla pas loin. Cette nuit-là, le manoir éclata. Amara était dans la cuisine, préparant le repas du soir sous la supervision de Park. Il lui enseignait la recette de galbi-jim de sa mère, lui expliquant la bonne façon d'entailler la viande, les proportions exactes de sauce soja, de sucre et d'huile de sésame. C'était la première fois qu'il lui parlait autant en 3 mois, et elle réalisa avec une clarté soudaine qu'il était nerveux, parlant pour combler le silence, pour se distraire de ce qui allait arriver. Ils l'entendirent tous les deux au même moment, des cris venant de la salle à manger. La voix de Min-jun, forte et en colère d'une manière qu'elle n'avait jamais entendue auparavant, puis la voix de Sean, froide et tranchante, chaque mot aussi acéré que du verre brisé. La main de Park s'arrêta sur la viande qu'il préparait. « Va, dit-il doucement. Sers le dîner, agis normalement. » Amara prit le plateau de benchon, de petits plats d'accompagnement déjà préparés, et se dirigea vers la salle à manger. Ses pas étaient mesurés, sans hâte, même si son cœur tambourinait. Les cris devinrent plus forts à mesure qu'elle approchait. « Je ne sais pas de quoi vous parlez, la voix de Sean. Ne me mens pas, 3 mois de travail perdu, 50 millions de dollars perdus, 18 de mes hommes arrêtés, et tu es la seule personne qui connaissait chaque détail de cette opération. Je ne suis pas la seule personne, toute votre structure de commandement savait. Vos lieutenants savaient, vos chauffeurs savaient, vos comptables savaient. Mais oui, blâmez la femme en qui vous n'avez jamais eu confiance. De toute façon, un crash. Quelque chose se brisa. Amara atteignit le seuil de la porte juste au moment où une assiette se brisa contre le mur à 6 pouces de la tête de Sean. Mais Sean n'avait pas bougé de sa chaise, n'avait pas scellé. Elle était assise parfaitement immobile, ses mains jointes sur la table, son expression sculptée dans la glace. « Donne-moi une raison de ne pas te tuer maintenant, » dit Min-jun. Il se tenait au-dessus d'elle, son poing serré, des éclats de porcelaine brisés à ses pieds. Son visage était rouge, une veine visible sur sa tempe. « Parce que tu as besoin de moi. » La voix de Sean était parfaitement calme. « Les Yakuza ne traiteront pas avec toi sans mes connexions. Les triades me respectent plus qu'elles ne te respectent. Tu me tues, tu perds l'accès à toutes les sources de renseignements que j'ai cultivées pendant 2 ans. Tu perds l'avantage que je t'ai donné sur tous tes rivaux dans 3 États. Alors peut-être que je perds tout. Peut-être que je préférerais tout perdre que de garder un serpent dans ma propre maison. Alors tu es plus bête que ton père ne le pensait. » Les mots restèrent suspendus dans l'air comme du poison. La main de Min-jun jaillit, saisissant Sean à la gorge. Elle ne réagit toujours pas. Ne se battit pas, le regarda juste avec ses yeux froids. « Mon père ?» Sa voix était à peine un murmure. « Que sais-tu de mon père ?»« Je sais qu'il t'a averti de moi. Il t'a appelé il y a 2 semaines et t'a dit d'être prudent. T'a dit que j'étais trop belle pour être vraie. » La voix de Sean était tendue mais stable. « Je sais que tu l'as ignoré. Je sais que tu m'as choisi plutôt que son conseil. Et je sais que cela te ronge en ce moment. » L'étreinte de Min-jun se resserra. Amara pouvait voir le visage de Sean commencer à rougir.
Le dîner est prêt, dit Amara. Sa voix coupa la pièce comme une lame. Tous deux se tournèrent pour la regarder. Amara se tenait dans l'embrasure de la porte, le plateau de banchan parfaitement équilibré dans ses mains, son visage neutre, sa présence soudainement impossible à ignorer. Le moment s'étira. La main de Minjun se desserra légèrement sur la gorge de Sean. « Mets de la table », dit-il finalement, sa voix. Amara entra dans la pièce avec la même efficacité calme qu'elle avait affichée chaque nuit pendant 14 semaines. Elle contourna la porcelaine cassée, déposa de petits plats de kimchi, de radis marinés, d'épinards assaisonnés, versa de l'eau dans des verres en cristal, arrangea l'argenterie avec une précision mécanique. Tout le temps, elle sentait les deux la regarder. Minjun avait relâché Sean et reculé, mais sa main restait près de son arme. Sean se frottait de la gorge, ses yeux suivant chaque mouvement d'Amara. Quand elle eut fini, Amara retourna à sa position habituelle près du mur, les mains jointes, les yeux baissés, invisible à nouveau, mais son esprit s'emballait. Sean venait de confirmer qu'elle lui fournissait des renseignements, confirma que son père la soupçonnait, confirma qu'elle jouait sur les deux tableaux, et elle l'avait fait devant moi. C'était délibéré. Forcément. Sean était trop prudente pour faire ce genre d'erreur. Elle voulait qu'Amara sache. Mais pourquoi? Le repas se déroula dans un silence empoisonné. Ni l'un ni l'autre ne mangea. Sean but 3 verres de vin, chacun plus vite que le précédent. Minjun continua de vérifier son téléphone, sa mâchoire travaillant comme s'il broyait ses dents en poudre. Finalement, il se leva. « Nous finirons cette conversation plus tard, » dit-il à Sean. Sa voix était redevenue contrôlée, froide et professionnelle. « Et tu me diras tout, chaque contact, chaque source, chaque mensonge que tu m'as raconté. Tout ou quoi? Ou je laisse Taeyong faire comme il veut. Et croyez-moi, il a des idées très créatives sur la façon d'obtenir des informations de personnes qui ne veulent pas les partager. » Il sortit sans un mot de plus. Sean resta assise, fixant son assiette intacte. Amara commença à débarrasser la vaisselle, se déplaçant autour de la table avec une inefficacité habituelle. La porcelaine cassée craquait sous ses chaussures. Elle tendait la main vers le verre de vin de Sean quand la femme parla. « Tu as tout entendu? » Ce n'était pas une question. La main d'Amara s'arrêta une demi-seconde, imperceptible pour la plupart des gens. Mais Sean remarqua. La reine des glaces remarquait tout. J'ai entendu des voix s'élever. Ce n'est pas mon affaire. Non, ce n'est pas le cas. Sean leva les yeux vers elle pour la première fois. Vraiment? Elle la regarda comme si elle voyait Amara comme une personne plutôt qu'un meuble. Tu travailles ici depuis combien de temps? 14 semaines. 14 semaines. Et je ne t'ai jamais entendu prononcer plus de 3 mots à la fois. Sean inclina la tête, étudiant le visage d'Amara. Tu es intelligente, restez silencieuse, restez petite, restez invisible. Amara ne dit rien, continua de débarrasser les assiettes. Son mouvement était fluide et exercé. Mais sais-tu ce que j'ai remarqué chez toi? Continua Sean. Sa voix était différente maintenant, moins froide, plus curieuse, presque conversationnelle. Tu n'as jamais peur. Tout le monde dans cette maison se promène comme s'il allait être abattu. Kim tressaille la moindre ombre. Ji-woo pleure dans le placard de rangement. Même Park, qui est ici depuis des années, garde la tête baissée et la bouche fermée. Mais pas toi. Tu existes juste, comme si rien de tout cela ne te touchait. Amara rencontra ses yeux. Devrais-je avoir peur? Oui. Tout le monde devrait avoir peur dans cette maison. J'ai peur et je suis celle qu'on appelle la reine des glaces. Alors peut-être que je suis juste meilleure pour le cacher. Un fantôme de sourire traversa le visage de Sean, la première expression authentique qu'Amara lui ait jamais vue. Peut-être, ou peut-être que tu caches toute autre chose. Elle se leva, lissant sa robe avec des mains qui tremblaient légèrement. De près, Amara pouvait voir les marques rouges sur sa gorge là où Minjun l'avait attrapé. Pouvait voir l'épuisement autour de ses yeux,
la tension dans ses épaules. « Dis-moi quelque chose, dit Sean doucement. Si tu voyais quelqu'un en danger, l'aiderais-tu ou resterais-tu invisible? » C'était un test ou un plaidoyer, peut-être les deux. « Dépend du danger, dit Amara prudemment, et si aider ne ferait que nous tuer tous les deux. » Bonne réponse. Sean prit son sac à main sur le buffet. « Je vais dans ma chambre. Ne me dérange pas ce soir. Ne laisse personne me déranger. Peux-tu faire ça? » « Je ne suis que la femme de chambre. » « C'est vrai, juste la femme de chambre. » Sean marcha vers la porte, puis s'arrêta. Sans se retourner, elle dit « L'entrée de service. Il y a un angle mort de caméra. 6 minutes. Chaque nuit à 23h17. Tu n'as pas entendu ça de moi. » Elle rit. Amara resta seule dans la salle à manger avec la vaisselle sale et le poids de ce qui venait de se passer. Sean venait de lui dire comment s'échapper ou comment aider quelqu'un d'autre à s'échapper. Cette nuit-là, Amara ouvrit son carnet et écrivit « Semaine 14, mercredi. Min Jun soupçonne Sean d'être une informatrice. Confrontation. 3 cargaisons perdues. 18 hommes arrêtés. 50 millions de dollars partis. Une implication fédérale confirmée. Schéma trop évident. Elle n'a plus beaucoup de temps. » Sean m'a parlé de l'angle mort de l'entrée de service. Délibéré. Elle sait que je ne suis pas seulement une femme de chambre. Question. Que veut-elle de moi? Et puis, après une longue pause, point de décision approche. Marcus est toujours porté disparu. Aucune piste, aucune réponse. Mais c'est plus grand que Marcus maintenant. C'est plus grand que la vengeance. Si Sean meurt, l'organisation de Min Jun continue. Si elle réussit, peut-être que tout s'effondre. Peut-être que j'obtiendrai enfin des réponses sur ce qui est arrivé à mon cousin. Choisir, observer ou agir. Elle fixa ses mots pendant longtemps, pensa à sa mère, épuisée et brisée, pensa à Marcus, probablement mort dans une tombe anonyme quelque part. Pensait à toutes les autres personnes, des gens comme elle, des gens qui essayaient de survivre, qui avaient été broyés et recrachés par des organisations comme celle-ci. Pensa à Sean, qui était probablement allongé dans son lit en ce moment, dans son angle mort soigneusement arrangé, sachant que demain pourrait être le jour où elle mourrait. Amara prit sa décision. Elle valait mieux que ça. Amara fit son mouvement un vendredi matin. Elle avait passé toute la nuit à peser ses options, à parcourir des scénarios, à calculer les risques. À l'aube, elle savait ce qu'elle devait faire. C'était dangereux. Cela pouvait la tuer. Mais rester silencieuse devenait tout aussi dangereux. Et plus que cela, rester silencieuse signifiait être complice, signifiait regarder une autre personne disparaître et ne rien faire. Elle en avait marre de ne rien faire. Elle attendit jusqu'à 10h05 du matin quand Sean partait toujours pour ses rendez-vous mystérieux et que Min Jun était enfermé en réunion avec ses lieutenants. Puis elle se rendit dans la chambre de Sean. La porte n'était pas verrouillée. Négligence ou délibérée, Amara se glissa à l'intérieur, refermant doucement la porte derrière elle. Elle avait nettoyé cette pièce une centaine de fois, mais jamais comme ça. Jamais avec un but au-delà de faire un lit ou d'épousseter une surface. Maintenant, elle se déplaçait avec une précision clinique, vérifiant chaque coin, chaque cachette. Elle se dirigea directement vers le lit, à l'endroit où elle avait trouvé le fil des semaines auparavant. Il était toujours là, toujours en train de transmettre le petit appareil glissé dans le cadre du lit. Elle ne le toucha pas, n'en avait pas besoin. Au lieu de cela, elle sortit son téléphone et prit 3 photos rapides. Le fil, l'émetteur, les numéros de série visibles sur l'appareil. Puis elle se rendit au placard. Les vêtements de Sean pendaient en rangées coordonnées par couleur, des noirs, des gris et des bleus foncés, l'uniforme de quelqu'un qui ne voulait jamais se faire remarquer. Amara les écarta méthodiquement, vérifiant les poches, vérifiant les doublures, cherchant tout ce qui était caché. Dans la veste que Sean avait portée le mercredi, un blazer Armani taillé gris anthracite, elle y trouva une carte de visite, un simple carton blanc, pas de nom,
Pas de logo, poste de compagnie, juste un numéro de téléphone et 3 lettres imprimées en police noire simple. FBI. Amara retint son souffle. FBI. Pas un informateur, pas une taupe, un agent. Tout s'emboîta avec une clarté cristalline soudaine. Les heures étranges, les absences inexpliquées, les bleus, les appels téléphoniques concernant les opérations et les délais, et le directeur, la conscience de la contre-surveillance. Le fil caché dans sa propre chambre, non pas pour s'enregistrer elle-même, mais pour enregistrer tout le monde, les renseignements qu'elle avait fournis à Minjun sur ses rivaux. Sean était une agente fédérale des forces de l'ordre, profondément infiltrée, jouant le rôle de la reine des glaces, la fiancée du patron de la mafia, tout en montant un dossier massif contre le crime organisé de l'intérieur. Et elle était sur le point d'être tuée pour cela. Amara prit une photo de la carte, veillant à ce que le numéro soit clairement visible. Puis elle remit tout exactement comme elle l'avait trouvé. La veste accrochée au même angle. La carte de visite dans la même poche, la même orientation, rien de dérangé. Elle était sur le point de partir quand elle le vit. Un ordinateur portable caché sous une pile de pulls sur l'étagère supérieure du placard. De qualité grand public, rien de fantaisiste. Le genre d'ordinateur que possèdent 1 million de personnes. Mais il était caché, et les gens ne cachent pas les choses à moins qu'elles ne soient importantes. Amara le descendit, l'ouvrit. Protégée par mot de passe comme prévu. Elle prit une photo de l'ordinateur portable. Marque, modèle, numéro de série visible, puis le remit en place. Alors qu'elle fermait le placard, son œil fut attiré par autre chose. Un petit coffre-fort encastré dans le mur derrière les vêtements suspendus, installation professionnelle, probablement faite avant l'emménagement. La porte était fermée, mais Amara pouvait voir des égratignures autour du clavier numérique. Quelqu'un l'avait souvent ouvert et fermé. Elle ne pouvait pas l'ouvrir, n'avait pas le code, mais elle le photographia quand même. Quand elle quitta la pièce 10 minutes après y être entrée, tout était exactement comme elle l'avait trouvé. Aucune preuve de sa présence, aucune perturbation. Dans sa propre chambre, elle s'assit sur son étroit lit et fixa les photos sur son téléphone. « Ce n'est pas ton problème, se dit-elle. Tu n'es que la femme de chambre. Garde la tête basse. Reste invisible. Survis. » Mais une autre voix, plus douce, plus forte, murmura en retour. « Tu vaux mieux que ça. Marcus voudrait que tu sois meilleur que ça. » Elle regarda la photo de la carte du FBI au numéro de téléphone imprimé là. Un appel, c'est tout ce qu'il faudrait. Un appel anonyme à ce numéro, les avertissant que leur agent était compromis, que sa couverture était grillée, qu'elle avait des jours, peut-être des heures, avant que Minjun ne passe à l'action. Mais si le FBI le savait déjà, et si la retirée ruinait des mois ou des années de travail, et si sauver Selin signifiait laisser l'organisation de Minjun continuer, ou pire, si le FBI ne s'en souciait pas, et si Sion était dispensable pour eux, juste un autre atout qu'ils étaient prêts à sacrifier pour l'opération plus vaste. Amara pensa à toutes les informations qu'elle avait recueillies au cours des 15 dernières semaines, toutes les observations dans son carnet, les schémas, les horaires, les vulnérabilités. Elle avait quelque chose que le FBI n'avait pas, des renseignements en temps réel de l'intérieur du manoir. Elle savait des choses que Yun ne pouvait pas savoir parce qu'elle était trop visible, trop surveillée. Amara connaissait les angles morts des caméras, connaissait les rotations de garde, connaissait les schémas de Minjun, ses réunions, ses faiblesses, connaissait le dossier de renseignement Yakuza, les suspicions internes, le calendrier. Elle pouvait donner à Selin quelque chose de plus précieux qu'un avertissement. Elle pouvait lui donner une issue. Les dernières pièces du puzzle se sont mises en place un mardi. Amara dépoussiérait le couloir devant le bureau de Minjun, une tâche qui la plaçait à portée de voix de ses conversations téléphoniques lorsqu'elle l'entendit parler à quelqu'un. Sa porte était légèrement entr'ouverte, juste assez pour que le son s'échappe.
Et sa voix avait le ton particulier qu'elle prenait quand il faisait des arrangements qu'il ne voulait pas interrompus. Vendredi soir, après le dîner, Chen la conduira à l'endroit habituel. Fais en sorte que cela ressemble à un accident. Voiture hors de la route, peut-être. Le feu serait mieux. Détruis les preuves. Une pause pendant que l'interlocuteur répondait. Je me fiche de la manière. Assure-toi juste qu'elle ne souffre pas. Elle était. Sa voix se brisa légèrement. Elle comptait pour moi autrefois. Peut-être encore. Mais c'est du business. Elle nous a trahis. Elle doit partir. Une autre pause. Plus longue cette fois. Non. Pas de deuxième chance, pas d'avertissement, pas d'opportunité de fuir. Elle est trop intelligente, trop bien entraînée. Si elle a le moindre indice que nous arrivons, elle disparaîtra et nous ne la retrouverons jamais. Donc, il faut que ce soit propre. Il faut que ce soit définitif. Il raccrocha. Les mains d'Amara continuèrent à bouger sur la table antique qu'elle dépoussiérait. Mais son esprit était fixé sur ces mots. Vendredi soir après le dîner, Chen la conduira à l'endroit habituel. 4 jours. Selene avait 4 jours à vivre. Cette nuit-là, Amara sortit son carnet et lut toutes les entrées qu'elle avait faites au cours des 16 dernières semaines. Toutes les observations, tous les schémas, toutes les pièces du puzzle qu'elle assemblait, sans se rendre pleinement compte de ce que montrerait l'image complète. Semaine 1, rotation de garde, angle mort des caméras, emploi du temps de Min-Jun. Semaine 4, appareil d'enregistrement dans la chambre de Selene. Carte du FBI dans la poche de la veste. Semaine 8, dossier de renseignement Yakuza. Selene fournissant des informations à Min-Jun. Semaine 11, conscience de la contre-surveillance, angle mort délibérément créé. Semaine 14, couverture grillée, calendrier effondré. 4 jours avant l'exécution. Elle avait toutes les pièces. Maintenant, elle n'avait plus qu'à les assembler dans le bon ordre. Mara ouvrit une nouvelle page et commença à écrire. Pas des observations, cette fois, un plan. Le manoir se sentait différent ce soir. Plus lourd, comme si l'air lui-même savait ce qui allait arriver, comme si les murs retenaient leur souffle. Amara prépara le dîner avec la même précision mécanique qu'elle utilisait toujours. Mais à l'intérieur, elle revoyait le plan une dernière fois, vérifiant chaque détail, cherchant les failles. Canard rôti, le préféré de Min-Jun. Légumes de saison préparés exactement comme il les aimait. Un vin de sa collection privée. Un Château Margaux 2005 qui coûtait 4 000 $ la bouteille. Elle l'avait demandé spécifiquement, dit à Park que c'était pour une occasion spéciale. Il n'avait pas demandé quelle occasion. Il avait juste hoché la tête et l'avait récupéré de la cave à vin. Elle pouvait sentir les yeux sur elle pendant qu'elle travaillait, les gardes regardant plus attentivement que d'habitude. Les autres membres du personnel gardant leur distance, comme s'ils sentaient que quelque chose allait se passer et ne voulaient être nulle part près du rayon de souffle. Même Park était plus silencieux que la normale. Il l'aida à dresser les plats sans son commentaire habituel, ses mouvements mécaniques. « Tu devrais prendre ton congé demain, » dit-il doucement, alors qu'elle portait le premier plat vers la salle à manger. « Appelle pour dire que tu es malade. Reste dans la maison. »« Pourquoi ?» Amara garda sa voix neutre. « Fais-moi juste confiance. Demain n'est pas un bon jour pour être dans cette maison. » Alors il savait, bien sûr qu'il savait. Dans une maison comme celle-ci, tout le monde savait quand la mort arrivait. Il faisait juste semblant de ne pas le voir. À 19h45, elle apporta le premier plat dans la salle à manger. Min-Jun était assis à la tête de la table, vérifiant son téléphone. Il était habillé plus formellement que d'habitude, un costume au lieu de sa tenue décontractée habituelle, ses cheveux fraîchement coupés, ses chaussures cirées, comme s'il allait à un enterrement. D'une certaine manière, c'était le cas. Seon était assise à côté de lui, son visage aussi froid et calme que jamais. Mais Amara pouvait voir la tension dans ses épaules, la façon dont sa main reposait près de son sac à main, près de l'arme qu'elle y gardait cachée. Elle portait tout en noir ce soir. Une robe simple, élégante et chère, des vêtements de deuil.
Elle savait. D'une manière ou d'une autre, elle savait. Du vin, dit Minjun sans lever les yeux. Amara versa. Ses mains étaient instables. Le margot cher éclaboussa les verres en cristal, sombre comme du sang. Le repas se déroula dans un silence tendu. Et Mara servit chaque plat avec une efficacité rodée. Le canard parfaitement rôti, les légumes, les accompagnements, debout à sa place habituelle près du mur entre les services, observant, attendant. Ni l'un ni l'autre ne mangea beaucoup. Minjun poussa la nourriture dans son assiette, prenant de petites bouchées par obligation. Séon but du vin, un verre, 2, 3, mais laissa sa nourriture intacte. À 20h47, alors qu'Amara se préparait à servir le dessert, le téléphone de Minjun vibra. Il le regarda et quelque chose traversa son visage. Satisfaction, finalité, le regard d'un homme qui venait de confirmer que toutes les pièces étaient en place. Il se leva. « Je dois prendre cet appel, dit-il à Séon. Ne bougez pas. Chen vous ramènera après le dessert. » Ce n'était pas une demande, c'était une condamnation à mort déguisée en courtoisie. « Chez moi. » La voix de Séon était parfaitement contrôlée. « J'habite ici. »« Ton appartement, celui du centre-ville, tu y as laissé quelques affaires, tu te souviens? Chen t'y conduira pour les récupérer. » Leurs regards se croisèrent à travers la table. Et Mara put voir la compréhension passer entre eux. Il savait qu'elle savait. Elle savait qu'il savait. Toute prétention était partie. « Bien sûr, » dit Séon doucement. « Merci d'y avoir pensé. » Minjun quitta la pièce. Séon resta parfaitement immobile, fixant son verre de vin vide. Amara pouvait voir son esprit travailler, calculant les chances, planifiant des itinéraires d'évasion. Il n'y en avait pas de bons. Le manoir était bouclé ce soir. Amara avait observé les préparatifs de sécurité tout l'après-midi. Des gardes supplémentaires à chaque sortie, les fenêtres barricadées. Même l'entrée de service avait 3 hommes postés à l'extérieur, au lieu de l'habituel 1. Ils ne prenaient aucun risque. Chen attendait dans le garage, la voiture en marche. 2 autres hommes seraient dans le véhicule de suivi. Ils conduiraient Séon dans un endroit reculé, probablement le quartier industriel près des quais, où les coups de feu n'attireraient pas l'attention et feraient passer ça pour un accident. Elle avait peut-être 1 heure à vivre. Amara prit le plateau de dessert, un simple arrangement de fruits frais et de chocolat coûteux, et se tourna vers la cuisine. Puis elle s'arrêta. C'était le moment, le point de décision qu'elle avait tourné en rond pendant des semaines. Elle se retourna, posa le plateau sur la table, regarda Séon droit dans les yeux et dit clairement et calmement « Je vaux mieux que ça ». La pièce devint silencieuse. Pas seulement silencieuse, mais d'un silence qui donnait l'impression que le monde avait cessé de respirer, comme si le temps lui-même s'était arrêté pour écouter. Les yeux de Séon s'écarquillèrent légèrement. C'était la première fois qu'Amara voyait une véritable surprise sur le visage de la Reine des Glaces. Le masque glissa juste 1 seconde, et en dessous, Amara vit quelque chose qu'elle n'avait pas attendu. L'espoir. « Qu'est-ce que tu viens de dire? » La voix de Sean était à peine un murmure, et Mara ne se répéta pas. Au lieu de cela, elle plongea la main dans la poche de son uniforme et en sortit une petite clé USB. USB standard, le genre bon marché que l'on peut acheter dans n'importe quel magasin de fourniture de bureau. Rien de spécial si ce n'est ce qui y était stocké. Elle la posa sur la table entre elles. « Tout ce dont vous avez besoin était là-dessus, » dit Amara. Sa voix était calme, factuelle, comme si elle discutait du menu du dîner. Photo du micro dans votre chambre, à la fois votre appareil du FBI et le second qui vous surveille, dates et heures de chaque envoi pour les 4 derniers mois, nom de chaque personne avec qui Minjun a rencontré, numéro de compte bancaire, emplacement des planques, le dossier de renseignement Yakuza qu'il utilisait pour abattre ses rivaux, horaire de sécurité, rotation de garde, angle morse des caméras. Séon fixa la clé USB comme si c'était une bombe ou un miracle. « Comment as-tu... » « Je nettoie cette maison.
Je suis dans chaque pièce. J'entends chaque conversation. Je vois tout. La voix d'Amara était calme, mais son cœur tambourinait. C'était ça, le point de non-retour. Personne ne remarque la femme de chambre. Pourquoi? La main de Siyen se dirigea vers la clé USB, mais s'arrêta avant de la toucher, comme si elle craignait qu'elle ne disparaisse. Pourquoi risquerais-tu ça si Min-jun le découvre? Parce que vous allez mourir ce soir si vous n'avez pas de levier, et je suis fatigué de voir des gens mourir dans cette maison. Amara jeta un coup d'œil vers la porte, écoutant des pas. Elles avaient peut-être 2 minutes de plus avant que Min-jun ne revienne. Mon cousin a disparu il y a 18 mois. Marcus Johnson, 23 ans. Il travaillait pour l'organisation de Min-jun. Il ne savait pas dans quoi il s'engageait avant qu'il ne soit trop tard. Je suis venu ici pour savoir ce qui lui était arrivé. L'as-tu fait? Non. Mais j'ai trouvé quelque chose de plus grand. Je vous ai trouvé. J'ai trouvé des preuves d'une opération fédérale qui pourrait démanteler chaque syndicat du crime organisé sur la côte ouest. Et j'ai réalisé que cela valait plus que ma vengeance. Des pas dans le couloir. Min-jun revenait. Amara prit son plateau. L'entrée de service, coin arrière gauche. Il y a un vide dans la couverture de sécurité entre 23h17 et 23h23 ce soir. 6 minutes. Le garde change de position et les caméras réinitialisent leur cycle d'enregistrement. Il faudra agir vite. Il y a une voiture de location garée 2 pâtés de maison plus au nord. Honda argenté, clé sous le passage de roue côté conducteur. Intraçable pour moi ou pour vous. La main de Siyen se referma sur la clé USB. « Viens avec moi. » Non. La voix d'Amara était ferme. « Je reste. Si je disparais la même nuit que vous, ils sauront que quelqu'un vous a aidé. Je suis plus utile ici à nettoyer votre piste. Ils vous tueront. Seulement s'ils le découvrent, et j'ai été invisible pendant 16 semaines. Je peux rester invisible un peu plus longtemps. » Amara se dirigea vers la porte alors que l'ombre de Min-jun apparaissait dans le couloir. 23h17. Ne soyez pas en retard. Elle passa devant Min-jun dans l'embrasure de la porte, les yeux baissés, le plateau parfaitement équilibré. Juste la femme de chambre, juste le meuble. Derrière elle, elle l'entendit dire « Prête à partir ?» et la voix de Sean, froide comme jamais. Bien sûr, Amara récurait le couloir du 2e étage, la parfaite excuse pour être près de l'entrée de service quand elle vit Sean se glisser hors de sa chambre. Pas de sac, pas de manteau, juste la robe noire et la clé USB cachée quelque part sur elle. Leurs yeux se rencontrèrent pour une brève seconde. Siyen fit le plus petit des hochements de tête. Puis elle disparut, se déplaçant à travers l'angle mort qu'Amara avait cartographié des semaines auparavant. Descendant les escaliers de service, sortant par l'entrée arrière pendant la fenêtre de 6 minutes précises où personne ne regardait. Amara continua à récurer, comptant les secondes dans sa tête. 1 minute, 2 minutes, 3. À 4 minutes, elle entendit des cris venant d'en bas. La voix de Chen paniquait. « Elle est partie! La reine des glaces est partie! » Le chaos éclata. Des gardes courants, des téléphones sonnant, la voix de Min-jun hurlant des ordres. Amara continua à récurer, son visage soigneusement neutre, son cœur battant si fort qu'elle pensa qu'il allait lui transpercer la poitrine. Ils sont venus la chercher aux premières heures du matin, pas Min-jun. Il était trop intelligent pour se salir les mains. Taeyong et 2 gardes la tirant du lit, la traînant dans la salle d'interrogatoire du sous-sol, dont elle avait toujours su l'existence mais qu'elle n'avait jamais vue. Ils l'ont interrogée pendant 3 heures. Où était Sean? Avait-elle vu quelque chose, entendu quelque chose? Qui l'avait aidé à s'échapper? Amara a joué son rôle parfaitement. Confuse, effrayée. Juste la femme de chambre qui nettoyait et servait et ne voyait rien, n'entendait rien, ne savait rien. « Je l'avais le 2e étage, dit-elle, sa voix tremblant juste assez pour paraître sincère. Je n'ai pas vu Melanie partir. Je ne savais même pas qu'elle était partie avant d'entendre les cris.
Taeyong ne la croyait pas. Elle pouvait le voir dans ses yeux. Mais la croyance n'était pas la même chose que la preuve. Et Amara avait été prudente. Si prudente. Les images de sécurité ne montraient rien parce qu'elle avait déplacé Sean à travers les angles morts exacts qu'elle avait documentés. Les rotations de garde correspondaient. Amara avait été exactement où elle disait être au bon moment. Il n'y avait aucune preuve, aucune connexion. Finalement, épuisé et frustré, ils la laissèrent partir. Si je découvre que vous avez eu quoi que ce soit à voir avec ça, dit Taeyong doucement alors qu'elle partait, je vous tuerai moi-même. Je comprends, mais je n'ai rien fait. Je le jure. Le raid du FBI est arrivé à l'aube. 40 agents, équipes tactiques, hélicoptères. Ils ont frappé le manoir et 6 autres endroits simultanément, arrêtant Minjun, toute sa structure de commandement et 73 membres de son organisation. Les preuves étaient accablantes. Images de sécurité de l'intérieur du manoir. Les mêmes images que Minjun avait utilisées pour surveiller ses propres hommes se sont maintenant retournées contre lui. Registres financiers, journaux de communication, témoignages d'un informateur confidentiel qui avait passé 2 ans infiltré dans l'organisation. Les nouvelles l'ont appelé le plus grand démantèlement de la criminalité organisée de l'histoire de la côte ouest. Amara a regardé la couverture depuis son petit appartement dans une autre partie de la ville. Elle avait quitté son emploi au manoir 2 semaines plus tôt, citant une urgence familiale, et avait disparu dans l'arrière-plan comme si elle n'avait jamais existé. Sur sa table basse se trouvait un paquet qui était arrivé ce matin-là. Pas d'adresse de retour. À l'intérieur, un téléphone jetable avec un message enregistré. Marcus Johnson, dossier 2847 JK, votre cousin a été témoin d'un meurtre. 3 hommes exécutés au quai par l'organisation de Minjun. Ils ont essayé de le faire taire. Protection des témoins du FBI. Il est vivant en Oregon sous un nouveau nom. Il pense à vous chaque jour. Merci de m'avoir donné une chance de finir ça. S. Et Mara lut le message 3 fois. Puis elle le supprima, détruisit le téléphone et s'assit dans son petit appartement alors que le soleil du matin entrait par les fenêtres. Marcus était vivant. L'organisation qui l'avait pris était détruite et elle avait été la main invisible qui avait rendu tout cela possible. Amara se tenait dans un petit café à Portland, Oregon, regardant un jeune homme rire de quelque chose que son compagnon disait. Il avait l'air différent. Coupe de cheveux différente, vêtements différents, noms différents sur la commande, appelait le barista, mais elle reconnaîtrait son cousin n'importe où. Marcus leva les yeux et leurs regards se rencontrèrent à travers le café. La reconnaissance traversa son visage, suivie de l'incrédulité, puis des larmes. Ils ne parlèrent pas, ne pouvaient pas parler. Sa nouvelle vie dépendait de l'ancienne restant morte. Mais Marcus se leva, s'approcha et la serra dans une étreinte qui dura une éternité et pas assez longtemps. « Je pensais que je ne te reverrais jamais, » murmura-t-il. « Je vaux mieux que ça, » murmura Amara en retour. Quand ils se séparèrent, Marcus lui pressa quelque chose dans la main. Une carte de visite, service aux victimes du FBI, un numéro de téléphone, un nom, agent spécial Lee Sean. Elle a dit que tu viendrais finalement, dit Marcus doucement. A dit que tu méritais des réponses et des options. Des options. Le bureau recrute. Ils ont besoin de gens comme toi. Des gens qui peuvent être invisibles. Des gens qui peuvent voir ce que les autres ne voient pas. Il sourit, triste et fier à la fois. Elle a dit que tu es la meilleure observatrice qu'elle ait jamais vue. A dit que tu ferais un sacré agent si tu voulais l'être. Amara regarda la carte, le numéro de téléphone, le choix qu'elle représentait. Elle pensa à sa mère, épuisée et brisée par un monde qui ne la voyait jamais. Pensa à toutes les fois où elle s'était faite petite, invisible, oubliable. Pensa à Sean, la reine des glaces, qui avait joué un rôle si convaincant qu'elle avait failli en mourir. Pensa à ce que cela signifierait de sortir de l'ombre,
d'être vue, d'utiliser son invisibilité comme une arme au lieu d'un bouclier. J'y penserai, dit-elle. Marcus la serra une dernière fois dans ses bras. Puis il s'éloigna, retournant à sa nouvelle vie, son nouveau nom, sa deuxième chance. Amara se tenait dans le café, la carte de visite à la main et le poids de 16 semaines dans un manoir plein de monstres derrière elle. Elle avait passé toute sa vie à être invisible, à apprendre à disparaître, à apprendre à survivre et ne se faisant pas voir. Mais peut-être, juste peut-être, il était temps d'être meilleur que ça. Elle sortit son téléphone et composa le numéro. Fin.